Islam Makhachev contre Volkanovski. On y est enfin, et là on a le numéro 1 du pound for pound contre le numéro 2. Il y a, et on va y venir évidemment tout de suite, l'inconnu majeur qui est les mises au sol de Islam Makhachev. Ça donne quoi contre Volkanovski? On va voir ça en plus de tout le reste. C'est un combat qui a énormément d'enjeux, puisque de ce combat, c'est quand même le champion donc des featherweight Volkanovski qui monte chez les lightweight dans la catégorie de Makhachev. Donc il y aura aussi des histoires de gabarit, etc. On va voir tout ça en même temps. En tout cas, ce sera donc pour la ceinture d'Islam. Il vient pour le double champ Volkanovski. Ça va être un combat qui risque d'être extrêmement technique et qui va ravir les fans de tous les côtés, je pense. Et si t'es chaud, let's go. Let's go. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Déjà, comme d'habitude, on va faire ça bien, méthodiquement. D'abord, on va aller du côté de Volkanovski et ensuite du côté de Makhachev. Côté Volkanovski, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le boug, ses forces, ses faiblesses et qu'est-ce qu'il apporte sur la table? C'est une pile électrique. Ouais, c'est clair. Alors, en termes de compétences, il est extrêmement complet. Il met quand même une priorité sur le pied-point parce que, voilà, en pied-point, il est ultra compétent. Il a surtout une énorme capacité à gérer le rythme d'un combat et la cadence d'un combat. Il est généralement plus petit que ses adversaires déjà en featherweight. Donc ici, en lightweight, ça va être encore une plus grosse différence. Et il la gère grâce à du mouvement. Il gère cette différence de taille qu'il a généralement avec ses adversaires en les forçant à se déplacer comme lui souhaite que eux se déplacent. Donc il est en constant mouvement. Il va faire des entrées-sorties, il va se déplacer latéralement, il est très difficile à cadrer. Et malgré sa petite taille, il a proportionnellement une grande allonge. Je ne vais pas le comparer à John Jones, mais il a des longs bras par rapport à sa taille, ce qui lui permet de un tout petit peu calibrer cette différence de taille et souvent surprendre ses adversaires aussi grâce à sa vitesse. Donc une allonge qui est spectaculaire par rapport à sa taille, plus une grosse vitesse dans ses points, ça lui permet de déjà surprendre ses adversaires et de rentrer, sortir sans trop de difficultés. Il a une faculté à savoir quand attaquer. Ça, c'est vraiment là où il excelle le plus, je pense. J'ai regardé son dernier combat contre Holloway. On a l'impression qu'il a le droit d'essayer et puis revenir 3 secondes dans le passé pour s'assurer qu'il il était sur le bon moment pour attaquer. C'est incroyable. Il attaquait systématiquement quand Holloway n'était pas prêt à contrer. Et pareil, quand Holloway essaye de casser, ça me fait bizarre de dire casser la distance parce que Holloway était plus grand, mais Volkanovski imposait une distance qui forçait Holloway à devoir faire des grands pas vers lui. Et c'est là où, de temps en temps, il désengageait pour faire continuer Holloway à avancer. Et puis, quand il le sentait, il s'arrêtait. Et c'était chaque fois sur un bon timing pour contrer tout ça. Donc, à ce niveau-là, très, très fort. Et il construit son jeu. Il n'a pas des armes. C'est pas quelqu'un qui va envoyer beaucoup de. Voir. Est-ce qu'il a déjà envoyé un spin? Un back fist? Ouf, franchement, j'ai même pas Au, souvenir. au clinch, oui. Au clinch, avec un coup de retourné contre Holloway dans le 3, il l'a fait, mais c'est pas quelqu'un qui va envoyer un coup de pied retourné ou un coup de genou sauté, même, j'ai pas l'impression de l'avoir vu faire ça. Il reste dans la simplicité, mais il sait comment utiliser ses armes et notamment comment construire avec des feintes. Il va beaucoup feinter son low kick arrière, son bras arrière pour pouvoir envoyer sa jambe avant. Il envoie très très bien sa jambe avant en low kick intérieur, en middle kick, et il le feinte de temps en temps pour faire reculer son adversaire et avancer tout simplement. Ça lui permet aussi de charger de très très bons jabs, parce que le jab, quand tu l'envoies de posture normale, t'as pas beaucoup de mouvement du corps. Par contre, si tu feintes ton bras arrière, ton bras avant est vers l'arrière, ce qui te permet de générer beaucoup plus de puissance. Donc il a pas mal de petits outils comme ça qui font de lui le numéro 1 pound for pound. Et comme la plupart des petits combattants de taille, il est fort au clinch. Physiquement, on voit pour la division featherweight, encore une fois, c'est très important de le souligner, il est fort au clinch, il est difficile à amener au sol. La seule fois où on l'a vu se faire amener plusieurs fois au sol, c'était contre Mendes. Et quand il se fait amener au sol, Mendes a du mal à le conserver. Après, Mendes a jamais été le meilleur contrôleur au sol. Quand c'est un lutteur, pas spécialement un grappleur. Donc quand il a le dos, il a toujours eu du mal, pardon. Mais voilà, ça prouve quand même que Volkanovski a une lutte défensive qui est présente. Il est physique dans le clinch.
au grappling aussi. Et on a vu comme contre Ortega que sa défense de soumission ou son mental dans les positions difficiles est toujours présent. Donc, quelqu'un de évidemment difficile à finaliser et de manière générale, quelqu'un contre qui c'est difficile même de prendre un round. Mais alors justement, du coup, par rapport au combat d'Ortega, je l'avais vu il y a un certain temps, mais il me semblait que c'était contre Ortega qu'il avait pris plusieurs mises au sol et qui m'avait pas forcément inquiété, mais où je m'étais dit, ouh, si ça passe avec Ortega, c'est même si les mathématiques du MMA, c'est pas aussi simple, mais ça peut me faire peur potentiellement aussi contre des Makhachev qui ont en plus une grosse diversité de takedown et qui amènent ça d'une manière encore plus subtile. Ouais, alors si je me souviens bien, hein, si je dis pas de bêtises, les amener au sol d'Ortega, c'était assez réactif et circonstanciel sur des kicks. Il y a le knockdown aussi qui lui permet de l'amener au sol. Et donc effectivement, et même contre Mendes, hein, tu te dis, bon, Mendes, ça reste un très très bon lutteur, mais la lutte de Mendes en featherweight n'est incomparable à celle de Islam Ouais. en lightweight. Donc tu te dis, même si le combat remonte, tu te dis un Mendes qui est capable d'amener Volkanovski au sol, bah, Islam devrait y parvenir aussi. Donc là, le tout, c'est, pour moi, la question, c'est pas spécialement est-ce que Islam est capable d'amener Volkanovski au sol, parce que je pense qu'il l'est. C'est plus comment est-ce que Volkanovski va construire sa stratégie pour minimiser le nombre d'opportunités qu'il pourrait laisser à Islam de rentrer au clinch et de chercher l'amener au sol. La question sera, selon moi, sera plutôt là. Et alors, avant de rentrer dans comment est-ce que l'un et l'autre match quand ils se rencontrent, du côté de Makhachev, est-ce que tu peux nous faire une vue globale du monstre? Tu le dis très bien, du monstre. Bah, il est arrivé à l'UFC un peu comme Khabib, donc unidimensionnel, mais avec cette dimension qui est tellement, tellement élite qu'il est capable de rouler sur tout le monde et n'importe qui. Il s'était juste fait surprendre contre Martins en surengageant, et je pense que ça l'a calmé un peu sur son côté offensif. Donc, il a développé un jeu où bah, sa responsabilité défensive, c'est une des meilleures à l'UFC, même si c'est pas un striker d'un point de vue Et c'est backé pied-point par les uniquement. statistiques d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est ça. Après, je dirais que son système défensif est pas le plus stylé au monde. C'est pas quelqu'un qui a un jeu de tête défensif de ouf, qui va bien chasser, etc. C'est juste que il fait tellement peur dans sa lutte offensive que ses adversaires aiment bien se positionner très loin de lui, ce qui signifie que quand ses adversaires veulent l'attaquer, il doit faire un grand pas vers l'avant, ce qui lui laisse du temps de réaction. Et Makhachev n'est pas quelqu'un qui prend énormément de risques debout, donc c'est pas quelqu'un qui va aller à l'échange, c'est pas quelqu'un qui va contrer, ce qui fait que bah, sa responsabilité défensive, elle est bonne parce qu'il a tout le temps qu'il veut pour désengager, puisque c'est souvent lui qui met la pression, ou pour voir le coup venir et avoir une défense simple par rapport à ça. Donc c'est ça que j'aime bien chez lui, c'est que il y a un Khabib dans son camp. Il vient d'une équipe avec pas mal de combattants qui sont en train de très bien performer et c'est une équipe très cérébrale. Donc, ils ont réussi à voir les forces et les faiblesses que présentait Makhachev et à construire un jeu qui perfectionne en fait son style. Donc, c'est quelqu'un qui va être très patient, qui va justement jouer de la prestance qu'il a dans la cage et de la crainte de ses adversaires par rapport à sa lutte. Et bah, voilà, ça va le mettre dans une certaine distance et ça va lui permettre aussi de progressivement mettre la pression. Progressivement mettre la pression, ça signifie aussi pour lui progressivement se rapprocher à une distance qui l'arrange pour pouvoir faire ses entrées en lutte. Et une fois qu'il fait ses entrées en lutte, non seulement elles sont explosives, un peu comme Khabib, elles sont très techniques. Il est clairement, c'est la comparaison qu'on faisait avant entre Khabib et Makhachev. C'est Makhachev est plus technique, Khabib est un peu plus submergent. Ouais, Si ouais, c'est on ça. Hargneux, il te touche, ouais. étouffant, ouais, c'est ça. Et là, dernièrement, je trouve que Makhachev combine ce côté technique et ce côté pression au sol étouffant, surtout contre Oliveira. Et alors, le point très important, c'est, il y avait une question qu'on se demandait tous avant le combat contre Oliveira, c'est comment réagira-t-il sous la pression et face à quelqu'un qui va mettre du volume et de l'agressivité? Et il a répondu présent. Donc, c'est clairement, on savait qu'il était très, très fort dans son domaine. Et maintenant, il fait extrêmement peur parce que même là où on l'attendait pas spécialement et on se dit, ah, c'est là qu'il y a une ouverture. Mais en fait, on s'est rendu compte que l'ouverture, elle n'est pas spécialement là. Ouais, parce que pour finir sur Makhachev, mais effectivement, moi, c'est ce qui avait, et tout le monde, je pense, chez les fans, ce qui m'avait choqué le plus dans le combat contre Oliveira, c'est que debout, alors Oliveira dit qu'il a eu une mauvaise nuit, et c'est absolument possible, n'empêche que de Mhm. son côté, Makhachev, il était mais
affûté, agressif, puissant, rapide, un coup d'œil de dingue dans ce qu'il apportait debout. Honnêtement, si c'est cette version-là qu'on a à chaque fois de Makhachev maintenant, debout, il est monstrueux aussi désormais et je trouve qu'il fait presque tout aussi peur, quoi. En fait, ouais, et ce qui fait le plus peur, c'est qu'on voit clairement qu'il continue à progresser. Ouais, Donc, on peut spéculer en se disant, ben, la version qu'on vient de voir de Makhachev, elle est moins bonne que celle qu'on va voir contre ce serait Volkanovski. terrifiant. Et clairement, enfin voilà, sa lutte, son grappling, et c'est Bobby Green qui avait dit, il a jamais rencontré quelqu'un avec une force physique aussi élevée que celle de Makhachev. Donc ça aussi, c'est un gros critère dans ce combat-ci. Euh, et alors son pied-point, parce qu'il faut toujours chercher un peu la petite bête, il est efficace. Techniquement, les pieds n'étaient pas encore bien en place. Si tu fais, enfin, alors je sais, les arrêts sur image, ça veut tout dire, ça veut rien dire, mais là, c'est pas seulement les arrêts sur image. Tu voyais vraiment de temps en temps, il avait un peu tendance à surengager quand il était agressif. Il avait tendance à envoyer des frappes quand il n'était pas super stable sur ses appuis, mais ça restait efficace. Donc voilà, je le dis tout le temps, vaut mieux quelqu'un qui n'est pas du tout technique, mais qui touche, que quelqu'un qui envoie des techniques absolument parfaites, mais qui touche pas son adversaire. Ouais. Après, évidemment, dans un monde idéal, on se dirige du côté de Volkanovski, qui techniquement est extrêmement propre, et en plus de ça, sa précision est ouf contre. Je reprends toujours ce combat parce qu'évidemment, c'est le dernier que j'ai regardé pour préparer ce podcast, mais le striking accuracy, donc la précision de ses coups, augmentait dans le dernier combat contre Holloway et était au-dessus de 50%. Alors C'est- Max Holloway, on va toujours le dire, c'est pas le mec le plus responsable défensivement au monde, mais c'est Max Holloway quand même. Ouais, non, Et, quand même. euh, Ouais. et, et- et faire des stats comme ça contre Max Holloway, c'est Bah surtout, imp- ouais. impressionnant. C'est ouais, c'est en kickboxing et réussir comme ça. Alors bien sûr, il a bien mixé et c'est ça qui est absolument somptueux avec Volkanovski. Quand tu l'as décrit, c'est que il fait du vrai, quand il est debout, du vrai kickboxing d'élite. Mm. C'est magnifique. Il varie les niveaux, enfin, il fait tout. Il fait vraiment la C'est- totale. Ouais, J'allais dire, c'est mesuré et violent. C'est rare de voir ça. ouais, parce C'est que vraiment quand il rare. frappe, c'est pas à la touche, Volkanovski. Alors, il Non, met non. très rarement des KO, c'est vrai, mais il fait mal. Même ses jabs font mal. Et tu décrivais l'une Mhm. de ses techniques, du coup, pour se donner encore un peu plus d'inertie. C'est, c'est un peu, ça me rappelle toujours, c'était un des adversaires de Mayweather, je sais plus lequel c'était, mais qui disait qu'en fait, ouais, il met plus de KO, Mayweather, mais en fait, il est tellement vif et sec et précis, et quand même, il développe une puissance dans ses frappes qu'en fait, oui, t'as pas forcément, tu te dis pas, il va me mettre KO avant le combat, mais pendant que tu combats Mayweather, tu dis, ouf, ok, enfin, faut quand même pas que je fasse un pas de travers parce que il fait mal quand même. Et je pense que Mhm. Volkanovski, c'est un peu le même délire. Ouais, mon avis, c'est ça, parce qu'effectivement, quand tu regardes son parcours jusqu'à la ceinture, et même depuis qu'il a la ceinture, bon, il a encore, c'est un TKO hein, contre Korean Zombie, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens se rendent compte que, bah oui, et Max Holloway est le premier, parce que Max Holloway, pour moi, c'est le meilleur indicateur, c'est quelqu'un qui va à la guerre. Et il va à la guerre parce que notamment, il sait qu'il peut gagner les échanges et il peut survivre les échanges. Et contre Volkanovski, il était, je vais pas dire il était l'ombre de lui-même, mais Volkanovski a nullifié le jeu de Max Holloway. Comme ça, je rends le crédit Mhm. à Volkanovski. Et je pense que c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que sa gestion du rythme est juste incroyable. Donc, il sait comment faire pour toucher sans se faire toucher. Et effectivement, ses frappes sont beaucoup plus sèches que ce qu'on peut croire de par son palmarès et de par son absence de knockdown et de KO dans sa carrière. Ouais, ouais, puis en plus, même dans sa manière de frapper, tu sais, alors il y a plusieurs manières, et il y a par exemple Calvin Kattar où tu frappes vraiment pile à la fin des Mhm. coups, et il le fait aussi, Volkanovski, mais il y a aussi pas mal de moments où je me souviens avoir été choqué par le fait que il envoyait, donc avec toujours une mécanique de frappe magnifique, mais pour traverser la tête de l'adversaire, et ça veut dire, bon, déjà il a pris toutes les mesures et il sait à quel moment le faire, tu l'as bien décrit, mais ça veut dire qu'il y va pas que pour marquer le point, Mhm. même s'il n'a pas beaucoup de KO, il y va potentiellement pour t'arracher la tête aussi, même si Ouais. les résultats sont pas, voilà, c'est pas, il a pas un pourcentage à la Francis Ngannou, certes, mais ouais, ouais, c'est,
Et la raison, je pense, et qu'il faut aussi qu'on le dise, pour laquelle on passe autant de temps, entre guillemets, à parler de ça du côté de Volkanovski, c'est parce que ça peut être un facteur déterminant aussi contre Makhachev, dans le sens, ça va pas forcément être la lutte de Makhachev contre l'anti-lutte et se relever de Volkanovski. Volkanovski peut très bien, et ça me choquerait pas, gagner le respect debout de Makhachev, ce qui modifie le comportement de Makhachev en combat. Ça me choquerait pas du tout. Ouais, et puis c'est important d'en parler parce qu'au final, on va pas se mentir, hein, le jeu de Volkanovski, ça va être de marquer des points debout dans ce Ouais. combat, soit de finaliser debout, soit de marquer suffisamment de points debout que pour que le grappling de Makhachev, si imposé, ne prenne pas le devant sur la décision. Donc il va devoir marquer des grosses frappes pour marquer les esprits des juges et surtout marquer l'esprit de Makhachev. Donc, et encore une fois, il monte de division. Donc, a Ouais. priori, c'est lui qui sera en déficit de force. Et donc, Ouais. si ça va à la décision, ben, il doit quintupler l'impact de ses frappes pour que, à volume égal, ce soit lui qui prenne l'ascendant. Et alors, bah voilà, maintenant, on va pouvoir justement, en parfaite transition, rentrer dans le vif du sujet. Bah, le premier angle par lequel j'aimerais qu'on commence, si tu es OK, c'est justement le gabarit et la Mm. différence potentielle de puissance. Je dis potentiel, mais c'est quasiment sûr. Enfin, dans le sens, Makhachev, c'est un gros lightweight, c'est un mec qui Mm, cut. mm. Oui, c'est vrai qu'il a été rugbyman, il a fait 94 kilos aussi, Volkanovski, mais ça, entre guillemets, c'était avant, c'était pas le même athlète. Et pour être là en featherweight, il est plus à 94 kilos dans la vie de tous les jours. Donc, il Mhm. fait pas le même poids que Makhachev dans la vie de tous les jours. Et ensuite, il baisse. Et en plus de ça, comme dirait Clément Marcoux, ça dépend, tu vois, ça dépend comment tu es fait. Mais la manière dont, tu vois, dont tes muscles sont rattachés à tes os, ça change pas tes insertions. C'est ce que disait Clément Marcoux à propos de Conor McGregor quand il évoquait la possibilité, et donc il mettait lui, mais il fermait la porte, hein, Clément Marcoux, que Conor McGregor monte en middleweight parce qu'il disait tu peux gagner de la masse, tu Mhm. gagneras en force, tu gagneras en masse musculaire, mais en fait, tu auras un déficit inhérent, naturel, parce que ton corps n'est pas fait pour opérer à un tel gabarit avec une telle carcasse. Donc pour Volkanovski, pour le rugby, c'était autre chose. Et puis c'était un athlète différent. Là, dans la vie de tous les jours, je pense que il est pas énorme, hein, dans la vie de tous les jours, Mhm. Volkanovski. Donc là, il va monter, il n'aura pas de problème à le faire. Mais tout ça pour vous dire, je pense pas qu'il faut qu'on prenne ça en considération, le fait qu'il a déjà fait ce Mhm. poids-là. Et je pense, voilà, tu as l'air d'être d'accord aussi, que là, il y aura un énorme déficit probablement de puissance dans les coups et de force dans les échanges en faveur de Makhachev malgré ça. Ouais, alors sur le pied-point, je m'en fais pas trop parce que Makhachev, ouais, on sait qu'il a une certaine force de frappe, mais comme je dis, il n'a pas encore cette super stabilité en pied-point, donc C'est pas je le le plus gros vois. cogneur des lightweight, ouais. Voilà, c'est ça. Et voilà, s'il rentre de la force, en général, il surengage. Et je pense que la seule leçon qu'il a tirée de sa défaite contre Martins et Ouais. de Charles Oliveira, s'il veut tirer des leçons de sa victoire, c'est un peu ça, c'est que même si ça touchait, il se mettait à certains risques quand il surengageait. Donc ici, je ne le vois pas spécialement chercher à surengager à tout prix. Et donc, je pense que les échanges debout, ce sera légèrement quand même à l'avantage de Volkanovski. Parce que voilà, il va faire sa montée. Je pense pas que, il sera au-dessus de la moyenne des lightweight en termes de force, de puissance et Mm. d'aptitude athlétique. Après, je suis pas un expert là-dedans, mais il sera, enfin voilà, il sera potentiellement dans la moyenne ou dans la moyenne basse peut-être. Mais vu sa technique, vu ses compétences, ça lui sera suffisant pour gagner les échanges debout. De par son style, comme je le disais, c'est quelqu'un qui gère extrêmement bien la distance, quelqu'un qui gère le rythme, quelqu'un qui sait comment se déplacer pour tendre des pièges à son adversaire, quelqu'un qui sait comment feinter pour analyser le jeu. Donc à ce niveau-là, je m'en fais pas trop. Moi, là où je m'en fais physiquement, c'est clairement dans les échanges de lutte, dans les Ouais. phases de clinch, dans les phases au sol, parce que, comme tu l'as dit, Islam, c'est pas la moyenne des lightweights. Ouais. Au sol, on l'a vu. Chaque fois qu'il a quelqu'un au sol, le mec ne bouge pas. La vitesse à laquelle Charles Oliveira a tapé sur ce arm triangle, Ah, alors qu'il n'était même pas passé du bon côté. Euh, Dan Hooker qui est incapable de bouger et de défendre cette Kimura qui en général met plus de temps à être finalisée. Les interviews d'après-combat de Bobby Green,
voilà, je pense qu'on a assez d'indicateurs pour dire que une fois que tu es au clinch, une fois que tu es au sol face à Makhachev, c'est compliqué, même quand tu as un vrai lightweight. Et ici, Volkanovski, c'est pas qu'il fait une John Jones. Ça fait pas 3 ans qu'il se prépare Ouais, à monter en lightweight. C'est éphémère, c'est récent, donc il n'aura pas le temps de développer la force qu'il peut obtenir 5 kilos plus élevé. Alors effectivement, la différence entre featherweight et lightweight, c'est pas la même chose que light heavyweight et heavyweight, mais ça reste quand même une différence majeure selon moi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Volkanovski, je le vois pas performant à 79 kilos. ouais, ouais. Je crois que il va faire sa montée. Clairement, il sera plus À lourd dans la 71, cage tu veux dire? que. Ouais, Ah non, plus tu veux un dire cut le jour du avec le combat. cut, Oui, ouais, le ok, jour du pardon. combat, tu vois. Donc, je pense que Volkanovski, j'invente, s'il combat à 72 quand la pesée est à 65 la veille, ici, je le vois pas monter de plus 9 Ouais, kilos par rapport à la limite. Je le vois ouais, monter, voilà, s'il est à 72 quand il combat en featherweight, il sera peut-être à 76 ici. J'ai pas envie qu'il soit à 80 parce qu'à 80, ouais, je vois pas son corps performer de la même manière. Donc, il doit trouver son poids optimal pour le combat. Et je pense que son poids optimal pour le combat sera bien en deçà de celui de Makhachev. Et Makhachev a déjà prouvé que son poids optimal en lightweight, il faisait des dégâts. Donc, clairement, c'est le facteur pour moi. C'est vraiment le ouais. facteur. Parce que si tu regardes en termes de compétences pures, ben, tu serais sur une pure opposition de style. Tu serais en train de te dire, ça reste debout, Volkanovski roule dessus, ça va au sol, Makhachev roule dessus, et il y aurait un vrai point d'interrogation sur est-ce que Makhachev est capable de l'amener au sol. Et cette question, pour moi, elle- la probabilité augmente du fait que c'est en lightweight. J'ai l'impression que c'est plus facile pour Makhachev d'amener au sol, puisqu'il aura un gros avantage physique. Ouais, et c'est quelque chose. On parle souvent, tu sais, dans les oppositions de style, après que les combats se soient passés, on a toujours, par exemple, là, je pense à Cyril Gane contre Volkov, où il disait, putain, alors je crois qu'il disait, ouais, je pensais pas qu'il serait aussi, qu'il frapperait aussi dur et qu'il aurait un rythme aussi étrange au début. Et ça, il y a tellement comme ça d'oppositions de style où tu ne peux avoir un ressenti de la personne que quand tu l'as en face de toi. Bah, Mhm, typiquement, d'ailleurs, Nassourdine contre Strickland, tu vois, avec son style très étrange. Ben, là, c'est vrai que en termes de force et en termes de manière de se mouvoir au sol ou quoi que ce soit, il va s'entraîner avec plein de gros lutteurs et puis il s'entraîne avec des très bons grappleurs. On sait qu'il s'entraîne avec Craig Jones, par exemple, qui mhm. est gros, qui est massif lui aussi. Enfin, il est pas gros, il est massif. Mais avoir Makhachev, je pense que ouais, ça doit être le genre de truc où tu ne peux vraiment le comprendre que quand lui est sur toi. Mhm. Et ça, ben voilà, c'est un truc il pourra le préparer autant qu'il le veut. Ce sera vraiment le baptême du feu le jour même, quel que soit son degré de préparation. Et on sait à quel point il aime se préparer pourtant, quoi. Ouais, parce qu'en fait, tu peux le savoir, hein, effectivement, tu vas tourner avec quelqu'un tu vas tourner avec un welterweight ou un middleweight et tu peux te dire à l'entraînement, bon, ben voilà, ça, Bah, c'est la force de il est aussi Makhachev. fort. Ouais. Mais encore une fois, c'est spéculatif et tu le sauras que le soir même. Et je pense que tu te dis toujours, OK, là, non, c'est un welterweight, c'est pas possible. Makhachev, il sera un peu moins fort que ça, donc je vais pouvoir gérer. Donc, il y a ce jeu mental et effectivement, il y a que le soir du combat que tu le sauras. Donc, après, ça change rien à la stratégie. Je pense que stratégiquement, et tout le monde sera d'accord, il faut pas faire des études pour le savoir. Stratégiquement, Volkanovski doit rentrer dans cette cage pour maintenir le combat debout et trouver une manière de le faire tout en Ouais. marquant des points. Et Makhachev, il doit trouver un moyen de casser cette distance et d'amener ce combat au sol pour ne pas passer trop de temps debout. Et c'est là aussi où je m'aligne avec les codes de Paris, c'est que C'est quoi les t'as codes de Paris? pas ouais, Makhachev ultra favori. Ouais. Genre ultra favori à 1,20 ou un truc comme ça. J'ai Ouais. pas été regardé dans le détail, mais c'est vraiment ultra marqué. Et c'est pas comme, tu vois, quand tu avais Khabib contre Conor, la question était la même. Est-ce que Khabib arrive à amener Conor au sol? Si oui, bah, c'est son combat. Sinon, bah, c'est le combat de Conor. Le truc, c'est que Conor, il avait pas prouvé en lightweight, mais il avait prouvé en featherweight que un coup suffit à mettre KO. Ici, Volkanovski, il n'a pas prouvé ça. Ouais. Et donc, tu te dis, ben, Makhachev, il peut encore se permettre d'échanger un peu debout parce qu'il risque de perdre les échanges, mais de ne pas être mis en difficulté pour autant. Et
en perdant certains échanges, ça va peut-être mettre Volkanovski en confiance pour exposer un peu plus ses hanches et se faire amener au sol. Donc, pour moi, toute la question est là. Et c'est pour ça que j'ai une petite crainte quand même, parce qu'en début de podcast, tu disais c'est un combat que tous les fans vont adorer. Je ne sais pas si les fans ultra casuels vont adorer le début du combat. Euh, Pourquoi? Parce que Makhachev a l'habitude de mettre un faible volume de jeu debout. Quand tu regardes à part contre Charles Oliveira, si tu isoles la partie debout des combats de Makhachev, c'est pas excitant et divertissant. Et Volkanovski, de par sa taille, c'est quelqu'un qui impose une certaine distance et son jeu augmente crescendo une fois qu'il a compris le rythme de son adversaire. Mais quand tu regardes le premier round de son dernier combat contre Holloway, voilà, il y a quelques échanges assez palpitants, mais le rythme est assez bas, puis ça monte un peu, puis c'est assez bas. Et donc ici, dans ce combat où Volkanovski doit trouver un moyen de toucher sans exposer ses hanches et sans se mettre à risque de se faire coller face à un Makhachev qui répond présent dans l'agressivité, mais qui va jamais l'initier ou rarement l'initier, je pense qu'il y a une grosse probabilité que le combat commence, en tout cas, je dis pas que ça va durer les 5 rounds comme ça, mais commence sur un très faible volume de jeu, avec deux gars qui sont très loin l'un de l'autre et beaucoup de feintes, attendent qu'on arrive à mettre de la pression pour venir jouer sur du volume. Donc moi, j'ai quand même cette crainte que enfin nous, pas pour insulter qui que ce soit, mais Nous, l'élite. on est capable d'apprécier des combats où c'est un peu dans l'observation et voir chaque réaction, chaque calcul, chaque feinte, etc., etc. Mais pour les fans de violence, il y aura potentiellement un très gros finish du côté d'Islam Makhachev par une soumission ou du ground and pound. Mais debout, je pense qu'il risque d'y avoir des périodes un peu plus calmes, un peu plus lentes, avec un manque de volume. Donc voilà. Et d'ailleurs, est-ce que tu penses, tu as parlé du fait qu'il s'était fait choper la jambe contre Brian Ortega et que ça avait été une des manières dont il s'était fait mettre au sol. Est-ce que les low kicks, qui sont une grosse partie du jeu de Volkanovski, là, il a intérêt à les mettre autant? Ouais, je l'avais noté. J'avais noté le point, parce que quand tu regardes Hooker contre Makhachev, bah, c'est comme ça qu'il se fait mettre au sol. C'est sur un kick avec un timing qui n'était pas extraordinaire, ou en tout cas avec Makhachev qui calcule bien le timing. Volkanovski, bah, effectivement, il se fait amener de temps en temps au sol à cause de ses kicks. Après, c'est ça le problème, c'est que ça fait partie intégrante de son style, et c'est grâce à ses kicks qu'il arrive à développer un pied-point aussi stylé. Et le deuxième problème, c'est souvent sur ses kicks avant, donc les kicks avec sa jambe gauche, il fait un petit pas avant d'envoyer le kick. Et le défaut quand tu fais ça, comme les combattants qui switchent beaucoup, c'est qu'il y a un petit temps où tes deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Le mec qui shoot sur toi à ce moment-là, tu sais rien faire, hein. C'est une Ouais. position où tu prends des knockdowns en pied-point et tu prends des takedowns en lutte. Donc voilà, ça c'est quelque chose à calculer. Et je pense que Volkanovski, c'est dans son intérêt de d'abord essayer d'imposer uniquement son anglaise, peut-être feinter avec les jambes. Et une fois, s'il sent à l'aise et qu'il voit qu'il a bien le timing, là, il peut commencer à engager plus avec les jambes. Dans le cas de Makhachev, je pense que la patience sera la clé. Commencer à comprendre comment se déplace Volkanovski, ne pas prendre de risques, ne pas trop surengager. Et dès qu'il y a une opportunité de faire un petit shoot réactif, le faire. Ou bien simplement, s'il arrive à mettre de la pression et puis crescendo, aller vers un clinch et à partir de là, chercher l'amener au sol, c'est ça qui doit jouer. Et alors, bah, avant de passer dans les pronostics, une fois au sol, Hmm. une fois donc probablement que Volkanovski sera sur son dos, il y a des grandes chances. Comment est-ce qu'on a des éléments de réponse? Est-ce qu'il a déjà été souvent sur son dos? Je crois que oui, un petit peu. Comment ça se passe dans ces cas-là? Et est-ce que tu vois, là je sens un petit peu de désespoir dans tes yeux, est-ce que tu vois une solution pour Volkanovski quand il sera sur son dos, s'il l'est? Bah en fait, à la base, j'avais dit, quand tu affrontes Islam Makhachev, c'est quelqu'un qui contrôle. C'est un control-based grappleur, donc c'est un grappleur qui va miser pas du tout sur les scrambles, mais il a quand même prouvé contre Oliveira et contre Saroukian qu'il était efficace dans les scrambles. Après, je pense que la pire chose que tu puisses faire, c'est une fois qu'il t'amène au sol, se dire, OK, je prends 2 secondes et je réfléchis. S'il t'amène au sol, c'est créer du mouvement, créer du mouvement. Il l'avait fait contre Chad Mendes. Il se fait amener au sol à l'ouvert, reculer jusqu'à la cage, chercher à te relever contre la cage. Ne pas tourner ton dos, chose qu'il a fait contre Mendes, qu'il a fait contre Ortega. Ça, c'est une erreur enfin, c'est une erreur. C'est une stratégie à ne pas employer contre Makhachev. Mais le truc, c'est que
La raison pour laquelle j'ai du désespoir, c'est pas niveau Volkanovski. Je pense qu'il a un énorme niveau au sol, vraiment. Je pense qu'il a un grappling de dingue. C'est juste que je vois pas quelqu'un vraiment survivre au sol de Makhachev. Je pense que une fois que Makhachev t'a au sol et qu'il arrive à te contrôler une seconde, son jeu est, enfin, physiquement, je vais me répéter, je vais faire un résumé de ce qu'on a déjà dit, mais physiquement, c'est trop présent, c'est trop dur. Mhm. Techniquement, c'est au-dessus de tout. Et en plus de ça, maintenant, il y a ce jeu à pression, pression d'épaule, positionnement. Quand on parle de position, je pense que Islam et Shavkat, c'est les deux mecs qui, au sol, ont les meilleures positions, la meilleure stabilité. Donc ouais, pour moi, la stratégie, c'est pas dans son training camp, c'est pas apprendre à se relever, c'est vraiment empêcher à tout prix de se faire amener au sol. Si il se fait amener au sol, c'est dans les 5 secondes trouver un moyen de plus être au sol, d'être au moins cul à la cage, dos à la cage. Parce que si Islam arrive à stabiliser pendant 2 secondes, il va stabiliser pendant le reste du round, je pense. Ça va être très difficile de sortir en dessous de lui. Et Après, ouais, rapidement, est-ce qu'il y a un avantage, même si du coup on a dit qu'il était plus petit, est-ce qu'il y a un avantage, là c'est moi en tant que novice total de grappleur, à être un petit gabarit ramassé et potentiellement explosif, justement dans ces phases-là où tu es atterri au sol, donc tu es plus difficile potentiellement à contrôler et pour t'aider à te relever plus vite. bah, pour moi, comme le pied-point, en fait, chaque morphologie Ah, a des des avantages, avantages et des ouais. inconvénients. Et tu dois construire ton style autour de ça. Alors effectivement, quelqu'un de plus petit et plus bulky, c'est souvent pour un plus grand, plus difficile à contrôler sur certains principes. Et effectivement, le plus petit, quand il est en position défensive, c'est dans son intérêt de jouer sur l'explosivité. Contre Chad Mendes, il a fait un genre de Ghost Escape. C'est typiquement le genre de stratégie qui est très bonne pour les petits face à des plus grands une fois que tu es pris en side control. Donc, voilà, je pense vraiment que Volkanovski a des compétences pour sortir en dessous parce qu'il est très fort là-dedans. Mais j'ai l'impression que Makhachev est tellement au-dessus que j'ai vraiment du mal à voir quiconque. En fait, c'est vraiment, j'ai du mal Ouais. à voir quiconque sortir d'en dessous de Islam Makhachev. On a vu un Thiago Moises réussir de temps en temps à l'ouvert, Dober aussi, mais il a évolué depuis. Donc ouais, moi je m'aligne vraiment avec les codes de Paris. Je suis un grand fan de Volkanovski, mais j'ai du mal à lui trouver un chemin vers la victoire. S'il en a trouvé un dans sa stratégie, GOAT. GOAT Ouais, direct, ouais, c'est dans la conversation des GOAT. ouais. Il n'y a pas d'argument contre. Ouais, c'est ça qui est au moins et qui rend les choses intéressantes, c'est que bon bah là clairement on a du mal à voir Volkanovski gagnant, mais par contre s'il le fait, la manière dont il le fera, je pense que ça nous mettra des étoiles dans les yeux et on en parlera pendant des décennies. Mhm. Et là ouais pour le coup bah il cimente, il l'est déjà, mais son statut de numéro 1 au pound for pound et là